Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve pour la présentation d'un nouveau projet Kickstarter, Arakan Wars, de la compagnie Nothing But Games, une compagnie de France qui arrive avec un premier projet Kickstarter, un jeu dans un univers fantasy magnifiquement illustré. Alors sans plus tarder, on regarde les règles et ma critique du jeu. Alors Arakan Wars, c'est parti. Alors, bonjour tout le monde, bien content de vous retrouver pour ma présentation du jeu Arakan Wars. Ça fait quelques semaines que je vous en parle durant mes actualités ludiques du samedi. C'est maintenant officiel, donc la campagne Kickstarter est débutée au moment que je mets ma vidéo en ligne. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà l'univers de Arakan, puisque c'est tiré d'un livre et même d'un podcast ici de LP Hens. Donc, un univers fantasy très riche que j'ai découvert grâce à ce petit livre audio aussi. Et donc, l'histoire du jeu donc, est campée dans cet univers-ci. C'est une confrontation essentiellement 2 joueurs qui peut être joué également en équipe. C'est de 2 à 4 joueurs. Bon, je suis en train de regarder si je suis capable d'en faire une variante solo. Reste à voir. Alors, j'y travaille présentement. On verra ce que ça donne. Donc, on a affaire dans le jeu de base ici qui vous est proposé durant la campagne Kickstarter de 4 factions. Donc, 4 peuples complètement asymétriques. On a le choix de le jouer donc avec le deck de base, qui est un deck de 23 cartes, déjà préconstruits, qui sont essentiellement équilibrés dans les 4 factions au niveau de leurs forces et de leurs faiblesses, mais tout ça très asymétrique. On a également la possibilité de faire une construction de deck avant de commencer la partie, qui va vous permettre de personnaliser votre deck. Donc, après quelques parties d'essai à découvrir le jeu de base, vous allez pouvoir aller un peu plus loin en construisant votre deck et comme ça, personnaliser vos confrontations. J'y reviendrai un peu plus tard comment ça fonctionne tout ça, mais avant, je vais couvrir l'aspect des règles du jeu et ça vous permettra donc d'en connaître un peu plus et je terminerai avec ma critique de ce fameux jeu de Nothing But Games. Alors, on a ici donc un prototype. Sachez que c'est pas la version finale du jeu, mais c'est de haute qualité. Vous allez voir, je vais vous montrer les illustrations des cartes. C'est vraiment superbe. Ça va vous donner une bonne idée de l'esprit du jeu. J'ai ici donc une map de confrontation qui va s'appeler notre champ de bataille. Donc, on va avoir un peuple qui va s'installer d'un côté, l'autre de l'autre côté. On va avoir ici de la place pour notre deck et notre défausse. On va avoir également un emplacement pour mettre des sorts astrales qu'on va appeler. Donc, il va y avoir différents types de cartes. On va avoir soit des créatures, soit des sorts ou soit des lieux. C'est assez simple. Donc, certains sorts vont être déployés sur le champ de bataille. D'autres vont être déployés dans la zone astrale et ils vont affecter l'ensemble du champ de bataille. On va également y revenir. Et tout ça va se dérouler sur une série de tours. Donc, on a 9 tours de jeu pour pouvoir faire notre déploiement, affronter notre adversaire, défendre nos positions, et à la fin des 9 tours, c'est celui qui a de plus de points sur le champ de bataille, encore vivant, encore présent, qui va remporter la partie. Donc c'est assez simple, ça se comprend très facilement. C'est un jeu qu'on va appeler facile à mettre en place et à déployer, difficile à maîtriser. Alors c'est un peu l'esprit du jeu. Donc on va regarder les règles du jeu, qui sont ici le livre de règles du prototype. Donc 1 contre 1, 30 à 45 minutes, 12 ans et plus. Alors quand je vous parle d'illustration, vous voyez ici la qualité des illustrations. On a un petit texte d'ambiance qui est l'éveil de l'ordre de gris. Alors c'est un des peuples qu'on aura la chance de voir. Donc je vais vous les montrer. Donc on a ici les factions de départ qui sont les terres blanches en bleu. Ensuite j'ai Mircourt en rouge. J'ai Vestour en vert et j'ai Béartour en gris. On a ensuite les jetons de faction qui sont ici, qui vont nous permettre donc de déterminer quelle faction on va avoir activée durant notre tour. Et ensuite, on va pouvoir donc déterminer quelle carte on réussit à jouer. Mais également, il y a une autre utilité, puisque la plupart des cartes, quand on va les attaquer, on va les perdre. Mais les cartes lieux, eux, ont la particularité qu'on peut conquérir les lieux adverses et donc prendre possession. On va à ce moment-là mettre un jeton de notre faction sur le lieu adverse qui va devenir maintenant notre priorité et ça sera à nous le défendre pour jusqu'à la fin du tour. Donc ces cartes-là vont peut-être être très stratégiques durant la partie. Au niveau de la préparation, donc c'est très simple. On a notre champ de bataille, on va choisir notre faction, on va construire un deck si on joue avec le mode construction de deck.
et on va faire la mise en place. Donc, c'est très simple. Et au niveau des actions, c'est également aussi simple. Alors, déroulement d'un tour de jeu, on a une phase de pioche. Donc, à chaque tour, on va piocher 2 cartes. On va phase de placement, on va placer 2 cartes sur la map. On va faire la révélation des cartes. Ensuite, on va activer les cartes à tour de rôle. Et ensuite, on va donc faire passer la phase de fin de tour. Ça se joue très rapidement, 30-45 minutes, c'est vraiment ça. Mais ça ne reste pas un jeu moins stratégique pour autant. Alors, on a donc comme les différentes cartes que je vous ai parlé, donc les créatures, les lieux et les sorts. Donc, je vous montrerai, si on regarde ça ici, donc je vais prendre les gris justement. Alors, si je prends un personnage, on va y aller avec celui-ci qui est le fantassin. Alors, on a le fantassin, on a ici donc le titre, on a le nombre de points de victoire à la fin de la partie. S'il reste sur le terrain de champ de bataille, ça rapporte 3 points de victoire. Donc, on a comme ça la possibilité de savoir quel personnage on va vouloir faire attention et d'autres sacrifier. Mais c'est également les points de recrutement, puisque lorsqu'on va faire notre deck, si on fait le mode construction de deck, on va pouvoir construire un deck. C'est toujours 23 cartes. Et on a un total maximum de 125 points. Donc, on va calculer le nombre de points et c'est ce qui va nous permettre de construire notre deck avec des decks supplémentaires. Donc, vous allez voir dans la campagne Kickstarter, il y a possibilité d'avoir comme ça ici des extensions. Ici, c'est l'extension numéro 2. Et donc, c'est une série de cartes, 19 de chaque faction, je crois. Il va être spécialisé soit en renfort de combat, soit en renfort de mouvement ou de stratégie de tactique, des choses comme ça. Ensuite, donc, on a des points d'attaque ici avec les haches et les points de défense. Donc, dans le cas ici, c'est 1 et 1. On a également un titre ici. On voit que c'est un membre de la Légion 6. Ça va être important puisqu'ici, dans les compétences, on voit ici qu'il y a plus 1 d'attaque à tous les créatures alliées. Légion 6 adjacente. Donc, si je réussis à faire un regroupement de fantassins ou de d'autres personnages, parce qu'ici, on voit que j'ai le phalange qui, lui, a également le titre de Légion 6. Si je regroupe les différents personnages, bien, ils vont s'aider autant en attaque qu'en défense. Alors, ça devient un positionnement très stratégique lors de notre déploiement. Alors, bon, ça ici, c'est les cartes de créatures. Il y en a de différentes sortes et comme je vous dis, c'est très différent d'un deck à l'autre. Les decks ont également des particularités. Puisque j'ai des decks ici, un deck vert qui va peut-être être plus axé sur la stratégie, la défense. Ici, le deck des gris qui ressemble plus à des humains, des combattants. Les bleus qui vont peut-être être plus un peu plus avec la magie, les éléments, le froid et tout ça. Et les rouges ici qui sont peut-être un peu plus créatures, bêtes, démoniaques un peu plus et peut-être plus d'attaque. Bref, c'est ce type de personnage-là qu'on va rencontrer dans les decks de départ. J'imagine qu'il va y avoir d'autres factions qui vont apparaître. Alors on a également des cartes de lieu, comme ici dans le deck gris toujours, j'ai le phare Avalon. On voit que c'est un L pour un légendaire, donc j'ai le droit d'avoir seulement une carte légendaire par type, donc je ne pourrais pas avoir 2 phares d'Avalon dans mon deck lors de ma construction. On voit que c'est une carte qui représente un lieu par le petit drapeau qui est ici. On va le déployer, il y a seulement des points de défense, il n'attaque pas, mais il va donner des pouvoirs. Comme ici, il va donner plus 1 d'attaque et plus 1 de défense à toutes les créatures alliées adjacentes. Donc on va essayer de protéger le lieu en s'entourant de force pour pouvoir défendre, mais également aller attaquer ceux de l'adversaire. Parce qu'il y a quand même 10 points de victoire, donc si je réussis à conquérir le lieu adverse ou à perdre celui-ci, bon, c'est 10 points qui vont changer de camp, ça devient très stratégique ces lieux-ci. On a également des cartes de sorts, on a certains sorts qui vont être, comme ici, pour la gloire, on voit qu'il y a un A ici, donc ça s'en va dans le mode astral, et ça c'est bon pour juste un tour de jeu lorsqu'on va les jouer. Ça va affecter l'ensemble du jeu, donc on voit ici qu'il y a un effet plus 1 d'attaque à toutes les créatures alliées Légion 6, alors du champ de bataille. Donc pour la gloire, va donner plus 1 à tous mes personnages, mais c'est seulement bon pour un tour, et ensuite ça va s'enlever. Et j'ai d'autres sorts qui vont être déployés sur le champ de bataille, comme ici le cheval de Tyro. Alors, on le fait apparaître, il arrive sur le champ de bataille et je pourrais comme action le défausser et le remplacer pour une créature en main. Donc, ça me permet de gagner du temps, voir ce que mon adversaire va déployer et redéployer des forces par après. Donc, j'ai différents types de sorts comme ça qui vont apparaître durant ma partie, qui vont être l'aspect stratégique. L'aspect aussi très intéressant, puisque lorsqu'on va déployer des cartes, on va les déployer face cachée. Lorsqu'on commence la partie, tout simplement, on va brasser nos cartes. On va mettre ça dans notre pioche ici. On va se prendre une main de 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, j'ai le droit au premier tour seulement à un mulligan. Donc, je regarde mes cartes et je peux dire un cavalier gris, j'en ai assez. Un fantassin, ça me va. Je vais garder les autres cartes ici. Je vais remettre mes cartes dans le paquet ici.
Donc je peux garder, je ne suis pas obligé de défausser toute ma main. Et je vais remplacer 2 cartes. C'est seulement pour le tour de départ. Ensuite, je vais avoir mes 7 cartes en main. Donc, alors, lorsqu'on a choisi nos factions, on a pris nos cartes en main, on a 7 cartes pour débuter, on a fait notre mulligan si c'est désiré. Ensuite, on peut y aller avec le premier tour de jeu. Donc, le premier joueur va être celui qui va positionner ses cartes en premier sur le plateau. Lorsqu'on positionne au départ, on se doit d'être positionné dans le secteur du centre ici, donc les cases vertes. Et il se doit d'être adjacent. Donc, mes 2 premières cartes, je suis le premier joueur, se doivent d'être ici, donc dans le secteur vert, et toujours adjacent à une carte. Donc, je ne pourrais pas mettre cette carte ici, même pas ici en diagonale. Je suis obligé d'y aller. Ça doit toucher mes cartes, soit mes cartes ou soit les cartes de mon adversaire. Puisque mon adversaire, qui lui va avoir 2 cartes, va pouvoir positionner sa carte là ou sa carte ici. Donc, ça, c'est légal. Mais il peut également les positionner comme ça, puisque ça touche une autre carte et c'est la sienne, c'est correct. Il a décidé d'y aller défensif avec celui-là, c'est possible. Alors lorsqu'on a fait la phase de placement, on va passer à la phase révélation. Donc on va tout simplement ensemble révéler nos cartes. Et là, pour la vidéo, je vais mettre ça ici pour que ce soit visible pour vous. Alors j'y étais avec un fantassin et un cavalier gris, ce qui est quand même intéressant. Et j'ai une confrontation par contre avec Gabriel, qui est un de ses personnages les plus forts. On voit ici qu'il y a 10. Et ensuite un bouclier du crépuscule qui est quand même également défensif. Ça risque d'être un combat déjà épique en partant. J'ai mon fantassin, je suis donc premier joueur. Ça va être à moi à passer à ma phase activation en premier. Mais avant ça, on va mettre des petits jetons comme ça qui vont être nos jetons de faction, qui vont nous permettre de voir lesquelles cartes on va avoir activées. Et c'est également la possibilité d'identifier des lieux, parce qu'il y a des lieux qu'on va pouvoir comme conquérir, et à ce moment-là, on va échanger les jetons sur ces fameux lieux-là. Donc, c'est à moi. Donc, je suis premier joueur. Je devrais jouer, mais on voit ici que Gabriel a la compétence initiative. Il y a quelques mots-clés dans le jeu, il n'y en a pas beaucoup, 5 ou 6. C'est très simple à retenir. Donc, initiative, ce que ça fait, c'est que malgré le fait qu'il soit deuxième joueur, il peut jouer avant moi, mais c'est seulement ce personnage-ci. C'est pas tous ces personnages, c'est les personnages avec le mot initiative. Si moi j'avais eu une initiative, j'aurais pu choisir de jouer, c'est moi qui décide, et là, lui va décider s'il joue avant moi ou pas. Alors, dans son cas, lui, il pourrait décider d'attaquer. Donc, on voit ici qu'il y a une force d'attaque de 3, qui est très fort, une défense de 2. Et moi, ici, j'ai une défense de 1 seulement, avec une défense de 1 avec un bouclier de 1. Bon, il ne peut pas se déplacer, alors c'est pas suffisant. Il pourrait dire, ben, j'ai pas le goût de me faire attaquer. Tout simplement, je vais attaquer avec mon initiative. J'ai ici 1. Je vais, malgré le fait que j'ai une compétence qui me donne plus 1, mais j'ai pas mis ici une légion, j'ai mis un cavalier. C'était une feinte. Par contre, il m'a eu, donc je vais défausser ce personnage-ci. Vous allez voir, ça va très vite. Et j'ai donc activé son initiative. Là, il ne pourra pas jouer. Ça reste à moi à jouer parce que je suis premier joueur. Et là, lui, on voit qu'il y a mouvement 2. Alors, je pourrais me déplacer ici pour aller l'attaquer. Pour dire, je vais l'attaquer. Donc, lorsque je fais un mouvement ou un vol, parce qu'il y a des personnages qui vont voler, on peut se déplacer et attaquer. On peut rester en place et attaquer. Mais on ne pourra jamais attaquer et se déplacer après. Donc, on n'est pas... Des hit and run, ça n'existe pas. Alors, donc, je pourrais me déplacer de 1, attaquer lui. Me déplacer de 2, parce que j'ai un mouvement de 2, et attaquer lui. J'ai certaines cartes qui ont des déplacements, mais ce n'est pas tous les cartes. On voit que j'ai une attaque de 2. Mais ici, j'ai une défense de 2. Et lui, il donne plus 1 de défense à toutes les créatures alliées adjacentes. Donc, ici, je ne peux pas l'attaquer parce qu'il y a 2. Mais il y a 3 en réalité parce que lui est là. Et si je m'en vais ici, lui, il y a 2. Donc, 2 contre 2, ça ne fonctionne pas. Je dois avoir une attaque supérieure à la sienne. Alors, malheureusement, je ne pourrais pas me déplacer. Malgré le fait que j'ai un mouvement, je ne peux pas me déplacer de 2 ici parce que je me dois de finir mon mouvement adjacent à une carte. Ça inclut ses cartes à lui. Donc, je suis un peu pris à rester à côté de lui. Donc, mais par contre, je pourrais dire, je vais me déplacer ici. Parce que lui, on voit qu'il est déjà activé. Il ne m'attaquera pas. Et lui, ici, il n'y a pas de point de déplacement. Donc, il va être obligé de rester ici. Ça va rester comme ça. Les activations ont été faites. On passe donc à la phase de fin de round. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on va remettre ça ici en position active pour le prochain tour. On va avancer un tour et on va passer au prochain. Donc, je vais, à ce moment-là, piocher 2 nouvelles cartes dans ma main. Et là, je vais tout le temps piocher 2 cartes et mettre 2 cartes. J'ai 23 cartes dans le jeu. Je joue 9 rounds x 2. Ça fait 18 cartes. Donc, à la fin, il va y avoir tout le temps 5 cartes que je n'aurai pas jouées. Donc, sachant qu'on va voir toutes les cartes. Alors, on peut vraiment se faire une stratégie, mais on ne pourra pas tous les jouer. Et l'ordre des cartes va changer.
Donc il y a de l'aléatoire, mais il n'y en a pas trop parce que je sais que durant la partie, je vais tout voir les cartes que j'ai besoin de voir. Il reste à voir de quelle façon ils vont apparaître et de quelle façon je vais les jouer. Je passe à mon tour suivant, tout simplement. Donc là, c'est mon adversaire qui est rendu premier joueur. Il va faire son déploiement avec 2 nouvelles cartes qu'il va mettre adjacentes. Il pourrait les mettre adjacentes à moi. C'est son choix, il a le droit. Et rendu à mon tour, je vais tout simplement positionner des nouvelles cartes. Et ça ici, donc j'ai mis mes 2 cartes, c'est rendu à tour. Donc on fait notre action de dévoiler. Alors lui, il va dévoiler ses cartes. Alors encore là ici, on a 2 créatures. Alors, j'ai un golem de glace et j'ai un griffon des neiges. On est à faire avec un peuple de glace ici. C'est encore un personnage de 10. On voit qu'il y a la caractéristique de vol. Le vol, il peut se déplacer n'importe où sur le plateau, mais ça doit d'atterrir à côté d'une carte. Il ne peut pas être se camoufler dans un coin. Il y a également une compétence. Et lui, il a une compétence de perforation. Perforation, ce que ça fait, c'est que son attaque va se continuer sur les autres cartes. Puisque moi aussi, j'ai ici mis ma tour d'attaque, ma tourelle d'attaque, qui a la notion de perforation. Alors, tout ce que ça fait, c'est que lorsque je vais attaquer, je vais commencer avec un 4 d'attaquer cette carte-ci. Je vais pouvoir attaquer cette carte-ci avec un 3, cette carte-ci avec un 2, cette carte-ci avec un 1. Donc, je vais perdre un d'attaque à chaque degré de perforation, mais ça me permet d'attaquer plusieurs cartes en même temps. Tandis que lui, il y a Omnifrappe. Omnifrappe, ce que ça fait, c'est que ça touche toutes les cartes autour. Donc, je peux avoir un genre de Berserker qui va attaquer tout le monde. Alors, encore là, ça, c'est intéressant. Bref, il y a quelques habiletés comme ça qui font en sorte beaucoup de stratégies dans le jeu. Alors, si on regarde dans le livre de règles les quelques stratégies qu'on va avoir, donc l'omnifrappe qu'on vous a parlé ici. J'ai l'attaque à distance, donc j'ai certains personnages qui vont avoir de la portée, qui vont me permettre d'attaquer à 1 à 2 distances. J'ai la nuée, certains personnages qui vont, plus ils vont être agglomérés ensemble, plus ils vont être forts. À chaque carte qu'ils vont avoir, ils vont avoir un +1 à chaque fois. Le vol qu'on vient de voir qui peut se déplacer. Le mouvement et la perforation qu'on a parlé ici. Donc, si j'ai réussi à faire mon attaque de perforation, je peux me débarrasser de cette carte-ci. Et je peux me débarrasser de cette carte-ci, non. Parce que si j'ai 4 pour celle-ci, 3 pour celle-ci, ça me prend plus. Donc, je pourrais juste attaquer celle-ci. Et si j'en ai un autre en arrière, la perforation va arrêter parce que je n'ai pas réussi à bloquer. Lui, il va avoir bloqué l'attaque. Autre aspect intéressant, par contre, c'est lorsqu'on fait des attaques, on peut avoir des attaques combinées. Ici, j'ai 4 d'attaque, mais si j'avais une carte plus forte ici, je peux additionner les 2 attaques ensemble, donc 4 et 4, 8, et je peux combiner mon attaque sur un seul personnage. À ce moment-là, je suis capable de, même ici, je pourrais faire 4 plus 4 plus 2. Donc, on voit que je suis capable de combiner une attaque très forte pour me débarrasser d'une carte, même si elle est très forte. Alors ça, c'est un aspect de stratégie très intéressante dans le jeu. Bref, seulement avec 23 cartes, il y a énormément de possibilités. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, ça additionne différentes cartes supplémentaires avec les decks d'expansion qui vont vous permettre donc de personnaliser votre deck, donc au début de la partie ou même entre les parties. On peut se dire, je me fais une rencontre ce soir, monte-toi un deck rouge, je me monte un deck bleu. Et on part comme ça, on va prendre l'ensemble de nos cartes et on va cumuler l'ensemble des points qui sont en haut des cartes pour composer un deck de cartes de 23 cartes, c'est toujours 23. Comme je dis, 9 tours, 2 cartes, puis il en reste 5. C'est le maximum de points qu'on peut avoir, donc on peut l'avoir 125 ou on peut en avoir moins, c'est correct, et pourvu que ça reste dans le 23 cartes. Alors, c'est quand même assez simple. On regarde ici les lieux. Si je regarde ici le phare d'Avalon qui est ici, lui va donner +1 d'attaque aux 2 cartes qui sont ici. Il y a un 10. Par contre, si j'ai une carte qui a l'aspect de vol, que je m'en viens ici, et je suis capable de me mettre une carte à un moment donné pour pouvoir venir l'attaquer ici, je vais combiner les attaques, je vais essayer de prendre possession, et à ce moment-là, on va changer le lieu, et ça va devenir donc un lieu qui va appartenir à eux, et ça lui fait 10 points de victoire à la fin. Donc, c'est intéressant puisque les points de victoire sont tout le temps sur la map, et on va comme ça cibler des adversaires faciles à se débarrasser pour pouvoir aller gruger des points de victoire pour essayer de prendre le contrôle. Donc, tout au long de la partie, le balancier se promène d'un camp à l'autre selon ce qu'on a, puis toutes les informations sont sur la table, sauf lorsqu'on les met au début. Et là, ça devient une partie de bluff intéressante parce qu'il peut y avoir des sorts qui vont apparaître là-dedans. Il y a plusieurs choses qui vont être possibles. Donc, ça, c'est assez intéressant comme développement de partie. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a peu de cartes qui se déplacent, autant par le vol que par le mouvement, de sorte qu'on peut difficilement se sauver dans ce jeu-là. Puis comme on se doit toujours de terminer à proximité de notre carte, ça fait que le jeu est très condensé.
On ne peut pas se sauver. La carte est quand même assez relativement petite, mais on ne peut pas se sauver pour essayer de sauver du temps puis essayer de se rendre au 9e tour, sauver nos cartes. On se doit vraiment d'être stratégique dans nos déploiements et dans nos stratégies de combat. Alors, je vous propose en fin de vidéo de vous faire la présentation des différentes illustrations des decks en vous faisant le petit résumé donc de la faction en tant que telle. Ça va vous donner l'appréciation de l'artistique. Et ensuite, je vais finir avec mon mot de la fin. La faction de Biartour, fort de 12 légions, Lord Gris tente d'imposer sa suprématie. Conditionné pour ne connaître ni la peur ni la douleur, les légionnaires gris inspirent la crainte à quiconque croise leur chemin. La tribu des Terres Blanches. Au nord d'Arrakam, les Terres Blanches abritent différentes tribus. Sentant le danger imminent, c'est sous la bannière d'un mystérieux peuple de glace que les habitants de la Terre Blanche se rallient. La tribu de Vestour. À l'ouest d'Arrakam se dresse la majestueuse forêt de Vestour. Aussi belle que mortelle, la canopée et ses formes de vie aussi diverses que variées réagissent comme une seule entité en cas d'agression. La tribu de Mirecourt. Les infâmes marais situés au sud-ouest d'Arrakam ne cessent de s'étendre. De ces eaux sombres émergent d'horribles créatures dont la seule motivation est la destruction. Mais leur organisation laisse penser qu'une âme maléfique tire les ficelles en coulisses. Alors, c'est ce qui complète ma présentation du jeu Arakan Wars. J'espère être capable de vous faire une présentation du gameplay, donc une partie en compagnie de mon ami Stéphane. C'est le genre de jeu qu'on aime faire ensemble. Confrontation, on aime toujours ça. Et ça me fait beaucoup penser au jeu que j'avais fait à sa compagnie. J'avais même fait une vidéo sur la chaîne, on parle de Stormbound Saga. Alors, c'est un Kickstarter qu'on avait reçu à l'époque, qui se déployait comme ça avec un jeu de cartes sur une map et des activations de personnages. Et celui-ci a l'avantage d'être en français, magnifiquement illustré, très facile à prendre en main, pas des tonnes de particularités, on a gardé ça simple, des parties courtes, 30-45 minutes, ça fait qu'on veut les enchaîner, on veut découvrir les decks, on veut approfondir notre stratégie par deck, bref, c'est une belle trouvaille, un beau jeu de confrontation de jeu de cartes avec un univers assez riche également. Alors, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la campagne Kickstarter, donc c'est disponible en lien à la vidéo. Et je vous reviens probablement avec d'autres appréciations et probablement une partie en compagnie de mon ami Stéphane si on peut réussir à se rencontrer avec le retour à la normale de la COVID. Alors sur ce, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous réponds dans les meilleurs délais. S'il y a des questions, je vais communiquer avec l'éditeur qui fera sûrement un plaisir d'y répondre. Et on se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.